17h55, 17h55, on est sur Tiers Livre. Juste un petit mot comme ça, ce qui se passe là sur la table, tout simplement. Alors vous savez que je viens de republier sur Tiers Livre, Prison, et j'ai rajouté comme titre Prison et dossier de prison. Prison a été publié aux éditions Verdier en 1998. Et le principe avec Verdier, comme pour Mécanique, comme aussi pour Paysage Faire, dans le dialogue avec Gérard Bobillier, qui en était un des fondateurs, qu'on venait voir dans son bureau, il était comme ça, avec ses cigarettes, sa voix enrouée, mais il y avait une espèce de pacte, j'allais dire de pacte du brut. L'important, c'était déjà cette question aussi de temporalité. Tu avais réagi, tu étais immergé, tu avais écrit. Et bien, c'est cette force-là de surgissement qui devenait en gros une sorte de principe de partage. En tout cas, pour moi, ça s'était passé comme ça. Et Prison, ça résulte d'une année scolaire, justement, 97-98, en intervenant une fois par semaine dans un centre de jeunes détenus. Centre de jeunes détenus, oui, mais juste à côté d'une ville puissante, et évidemment hiérarchique, inégale, avec ses parts sauvages, avec ses zones d'exclusion. Et la prison, forcément, le centre de jeunes détenus, amplifie encore tout cela, en même temps qu'il en inscrit une trace archéologique. Mais une trace qui ne devient telle qu'à condition de l'écrire. Ça, c'était pour moi le défi de cet atelier, de sa répétition. Et dès le premier trimestre, donc on avait ce qu'on appelle le public captif. C'est rigolo de dire ça au deuxième degré en prison, c'est-à-dire des jeunes qui s'étaient inscrits parce qu'ils voulaient passer le BEP ou le baccalauréat, et donc dans leur programme là il y avait un atelier d'écriture, alors qu'a priori pour eux c'était très loin, et c'était un atelier où la question de l'illettrisme se posait pour quasiment les 2/3 des participants. Ça aussi pour moi, waouh, qu'est-ce que tu découvres dans ces conditions-là. Et puis, on finissait la journée par un atelier libre, quel mot aussi, en prison, en tout cas basé sur une participation volontaire, et qui venait, quand il s'agit de venir, de faire la démarche soi-même, de venir, au début, ces premiers mois, plusieurs fois, ça a été juste avec un seul détenu. Il s'appelait Jean-Claude Hurlin, et il ne lui restait qu'un seul verre de lunettes. La branche était cassée aussi, donc il y avait ce truc-là, des lunettes avec verre cassé et la branche, et c'est au moment de sa garde à vue, paraît-il, que c'était arrivé. Et avec Hurlin, c'était noué une sorte de relation, parce que tu travailles, oui, tout ce qu'il avait fait, c'était rien du tout. Il devait être 2 mois, là, donc ces peines brèves là, qui maintenant tendent, paraît-il, à être évacuées. Mais bon, l'histoire, bon, un jour, j'arrive dans la prison, c'était un mardi, et moi, je crois que c'était le responsable du secteur des gardiens, un gars avec qui finalement, on échangeait toujours quelques mots, quelquefois sur une compréhension humaine, j'allais dire, de la curiosité. Qu'est-ce que je venais faire là? Qu'est-ce que je pouvais faire là? Que la relation qui a pu être parfois conflictuelle avec l'instituteur, qui n'avait pas forcément choisi qu'il y ait un atelier d'écriture dans son dispositif. Et les gars, c'était cette phrase: vous savez qu'on a planté Hurlin. Et moi, évidemment, aussitôt, le soir, en repartant vers la gare, j'avais acheté le journal Sud-Ouest avec cet article qui racontait ça. Et triste histoire, mais si banale. Hurlin, libéré au bout de 2 mois, il avait braqué une bagnole plus ou moins, piqué un truc dedans, lui disait que la bagnole était ouverte, et ça avait fini
en dépenses de hashish. Bon, t'écopes 8 semaines de tôle, et quand tu sors, lui, il était de Metz, ça s'était passé là, sur la côte en fin d'été. T'as rien. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi il était victime alors c'était l'expression consacrée aussi de l'administration. Un jour, mais pourquoi Hurlin il est pas là? Ah ben on l'a transféré non plus dans le secteur là des jeunes, donc jeunes c'était 16-25 ans, mais on l'a transféré dans l'autre. Pourquoi? Parce que mauvais traitement de la part des co-détenus. C'est-à-dire que non seulement il encaisse, mais double punition, on l'évacue dans un endroit où il sera encore plus seul, et en tout cas où il n'aura plus son atelier d'écriture. Et pourtant, qu'est-ce que ça lui faisait du bien intérieurement? C'est pas à moi d'en juger, bien sûr, mais je le voyais là, se concentrer, s'appliquer. Et quand il est sorti de prison, il n'avait rien sur lui, pas de quoi se payer un billet de train, donc se réfugier là le soir dans un squat, et puis pour une discussion qui tourne mal, il prend un coup de couteau. Ça, c'était les données de base. Et donc le livre, c'est écrit parce que dans les mois qui ont fini cet atelier, dans les semaines, parce que je l'ai interrompu volontairement, j'avais bien compris 2 mois plus tard qu'un autre que j'avais devant moi en atelier, et à qui je serrais la main, parce que c'était le rituel, serrer la main chaque fois au gars qui entre, c'est celui qui avait planté Hurlin. Et, évidemment, je pouvais garder mes distances. Il y a l'appareil, le système. On n'est pas censé savoir quoi que ce soit de ce qui amène les gars ici. Mais simplement, il y a eu un texte. Alors l'instituteur dit ouais, c'est comme ça. Au bout de quelques mois, il craque. Et ce texte, il y avait cette phrase, l'envie de me donner la fin de ma vie, écrit quasiment en phonétique. Et là, pour moi, il y a un moment dans l'atelier, ça j'étais même familier, on a ça aussi combien de fois, y compris dans les dispositifs éducatifs. C'est pas notre rôle, on respecte notre rôle, mais on est 3, il y a celui qui représente l'institution, il y a l'intervenant artiste, et il y a celui qui écrit, et à un moment donné, cette phrase, tu la renvoies à un système collectif, et toi, tu amènes quoi? C'est pas la question d'empathie qui suffit. C'est en quoi cet appel, le langage peut-il honorer un appel? Et quand il s'agit d'un appel à l'aide, écrit formulé de cette sorte. Mais là, pour moi, quelque chose bloquait parce que ça me contraignait à quitter ce refuge dans simplement ma position d'intervenant pour entrer dans une position personnelle. Et là, la position personnelle, elle était la mémoire, la main que j'avais sur l'épaule, c'était celle de Hurlin qui avait pris son coup de couteau, et j'étais dans une impasse. Ça a été un choc énorme, toute une semaine. Et finalement, j'avais écrit à mes mandants, c'est-à-dire le responsable de l'action culturelle là dans cette prison, qu'il fallait qu'on en parle, mais que je ne pouvais pas assumer le fait d'être destinataire, de recevoir une phrase comme l'envie de me donner la fin de ma vie, alors que pour moi, il y avait toujours ce travail qui s'était fait dans le premier trimestre, souvent, plusieurs fois, seul à seul, avec ce Jean-Claude Hurlin. Et le livre, pour moi, ça a été provoqué par une sorte de cercle concentrique de secousse. Il y a un chapitre qui s'appelle 53 fois la faute. Alors 53 fois la faute, tout est anonyme, c'est vraiment un paragraphe. Il dit qu'il ne savait pas que l'autre voulait tuer, etc. Et lui parle très bas parce qu'il n'est pas sûr de la juste prononciation des mots qu'il a appris d'oreille. Celui-ci raconte l'histoire du camion. Celui-ci lève soudain le nez de sa feuille et m'appelle et il me demande comme ça, comme un élève en classe. Monsieur, est-ce qu'on peut dire qu'on n'aime pas les voleurs si on en est un? Et ces 53 paragraphes, là, quelque chose
devient en toi comme cette espèce de tremblement, mais cette espèce de respiration tremblante. Là c'est le langage, l'écriture vient matérialiser ça hors de toi. Et puis il y avait des éléments peut-être plus communs. Un chapitre que j'ai appelé Solitude des errants, la pluie battante un samedi soir, le pouce tendu, les traits tirés, sortis de Cholet, et un autre de la même façon, c'était la tentation de la route. Ciao, celui qui parlait toujours de comment il partait à l'autre bout du pays avec son vélomoteur au bord des villes aussi sur les cités. Et ce texte-là, avec à la fin un autre avec lequel la relation avait été dense par la question d'écriture, par ce que lui marquait dans son texte, ce que lui gravait dans l'intérieur de son écriture. Un jour, il n'est pas là. Où il est? Il est en isolement. Et cette notion d'isolement, là, tu sautes avec la fiction. Tu sautes non pas dans la tête de l'autre, mais tu te fabriques toi-même la fiction de l'autre en écrivant l'isolement de toi, si c'était ça. Mais là encore, l'explication, ce que le langage explique, c'est au-delà de toi-même, forcément. C'est l'écriture qui devient la seule arène de l'explication. Et quand le livre est sorti, j'étais poursuivi. J'avais cru suffisant de changer les noms. Hurlin était devenu Brulin. Celui qui avait pour surnom Carcasse était devenu Tignasse. Oui, mais je pense que tout ça était né de l'administration pénitentiaire qui n'aime pas voir ces histoires dehors. On s'était bien clair qu'avec Verdier, on prenait ce risque. Pourquoi? Parce qu'on estimait que ces textes concernaient la communauté tout entière. Et c'était pas un compte-rendu ou un bilan d'atelier d'écriture. Mais on m'a assigné sous prétexte que le personnage là était reconnaissable. Par exemple, je disais quand ils entraient, qu'on serrait la main, c'était les mains moites. Oui, mais ils ont tous les mains moites. C'est des mains qui ne font rien 22 heures sur 24, ou les cheveux décolorés. Mais comme aujourd'hui les tatouages, à l'époque, les cheveux décolorés, c'était les 2/3 ou les 3/4 des gars. Et ce procès, il y a eu ensuite un appel. Pour moi, ça a été évidemment une rupture lourde. Ça s'est passé aussi pour mon autre livre, Un fait divers, lui chez Minuit. Toi, tu dis, l'écriture, c'est mon rapport avec le monde, c'est mon explication avec le monde, et c'est ce que ça m'apprend du monde. Mais ce qui t'est renvoyé, c'est que ce que tu as appris, garde-le pour toi. Et pour moi, la littérature, elle est cette explication au-delà de nous-mêmes. Alors je sais, il y a 2 ans, par exemple, c'est une étudiante à je sais plus où, peut-être à Trois-Rivières au Québec, qui m'avait écrit parce qu'avec sa prof, elle souhaitait est-ce que j'avais des documents encore concernant ça? Bah ouais, là il y a une chemise noire, je la vois là-bas, où il y a tous ces textes, les échanges, les trucs juridiques, les machins comme ça. Et bon, je m'en débarrasse pas. Je suis incapable et de la jeter et de l'ouvrir. Et finalement, l'étudiante, je lui ai dit non, faut m'excuser. Je lui avais transmis un certain nombre de dossiers parce que sur ce livre prison, il y a eu les articles, tout ça, c'est une chose, mais il y a eu pas mal repris dans des études universitaires ou des articles universitaires. Et tant mieux, c'est le jeu. Mais l'université, vous savez que ces textes et ces articles, celle ou celui qui les fait, j'y cherche lui à établir sa propre machine, sa propre mécanique, ce qui lui permettra d'aller cheminer dans la pensée et l'écriture. Donc quelque part, ça ne nous concerne pas. Mais ce que je joignais, ce que j'envoyais, ce que j'avais mis aussi en ligne sur une version numérique de mon site, j'ai appelé ça dossier et complément. C'est-à-dire l'atelier avait eu lieu donc de septembre jusqu'au mois de mai, quand je l'avais
interrompu. Et en février, j'avais envoyé à mes mandants une sorte de bilan, de rapport. C'est arrivé à l'administration pénitentiaire. Il y avait aussi la DRAC de Bordeaux, la direction régionale d'action culturelle, et il y avait une personne qui m'a soutenu, merci, j'ai encore son nom là, qui me chante dans les oreilles, au ministère de la Justice, la personne qui s'efforçait de développer ces projets. Et c'est pas marrant de se retrouver avec un os comme ça sur les bras. Et évidemment, pour moi, dans ce que tu en vois, c'est qu'est-ce que j'apprends du point de vue de la littérature. En quoi ce qu'on apprend me dépasse moi-même. Et d'autre part, autre dossier, justement, cette lettre fax, avril 97, donc le livre a été publié en 98, et pour moi c'est toujours, on est toujours dans une espèce de simultanéité à la Claude Simon. Le livre est publié en 98 et l'expérience c'était 96-97. Ça s'est conclu par une lecture des textes de détenus dans la salle de gym avec Casper Teplitz qui avait amené tout simplement une basse et un ampli. Et l'ampli on l'avait loué à Bordeaux d'ailleurs sur place. Je me souviens qu'on l'avait ramené ensuite. Donc fax, avril 97, à la personne chargée de l'action culturelle là, à la prison. C'est une lettre de 3 pages avec pourquoi je pouvais pas continuer, et puis 2-3 autres choses. Alors j'avais joint à ça aussi un ensemble de 4 exemples de textes de détenus. Et dans le livre, j'ai mis comme sous-titre de cette annexe-ci l'ineffaçable. Le rêve des animaux. Je me souviens que le gars s'appelait Christian D, celui qui avait écrit ça. Le rêve des animaux. J'ai rêvé des mecs qui viennent pour me tuer avec le couteau. Après moi je cours doucement et les mecs forts, je ressens l'angoisse. Je respire comme les asthmatiques. Après je me réveille et je me dis, impec, je suis dans ma maison. Après, je sors du jardin, je trouve les animaux. Ils viennent de la maison. Ils mangent toute la famille. J'ai cherché un flingue de mon père pour tirer sur les animaux. Je tire, ils ne meurent pas. Après, ils viennent directement sur moi. Après, je suis coincé dans un coin. Je dis à mon frère de faire le coup de main avec moi parce que je suis coincé. Mais mon frère me dit, non, je ne bouge pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai pensé? Mon frère, il est avec les animaux. Après, les animaux, ils se tournent, ils regardent mon frère, et mon frère rigole. Et après, moi, j'ai tiré sur mon frère. Après, mon frère, il est mort. Il est sorti un animal du cœur. Après, je me suis réveillé, je transpirais partout. Un autre texte. Bordeaux, gare Saint-Jean. Je vis dans un parking souterrain en face de la gare, au 4e sous-sol. Je descends les escaliers qui me mènent au 4e. Sur ma droite, en dessous de l'escalier, il y a un renfoncement où je dors. Il y a mon sac à dos et ceux de ma copine. C'est vraiment tout petit. L'hygiène reste à désirer. Il y a des seringues par terre, des bouteilles d'alcool vides, des boîtes de Stéribox, des bouteilles d'eau stérilisées, des boîtes d'Orvénal et de Subutex. Quand je passe à la porte qui se trouve face à moi, j'arrive dans le grand parking. Il y a des voitures partout, des couvertures, des sacs à dos qui appartiennent aux autres SDF et leurs chiens. L'endroit n'est pas trop somptueux car c'est hyper crade, mais bon, on est entre potes, c'est comme une vraie famille et c'est l'essentiel pour moi, c'est ça qui est cool. En ce qui concerne le luxe, pour moi, c'est pas important. Car avec 5 ou 6 shoots dans les veines par jour, plus le bédo, on fait pas attention à ce qu'il y a autour de nous. Mais ce que je me rappelle, c'est que tous les soirs, c'est bamboulé parti et les djembés pour mieux délirer. Notre texte, perdu sur les quais. Je me rappelle, j'avais 3-4 ans, moi et ma mère, on habitait chez mon grand-père et ma grand-mère à Bacalan. Ma mère partait travailler le matin. Ce matin-là, je voulais partir avec ma mère, mais elle ne pouvait pas m'emmener. Mais moi, j'arrivais pas à comprendre ça. Je me suis jamais entendu avec mes grands-parents. Ma tante me tenait pendant que ma mère partait. Ce jour-là, je suis sorti par derrière pour suivre ma mère. Sans réfléchir, j'ai pris le premier bus. Je me suis retrouvé sur les quais. J'ai marché pendant au moins 1 heure. J'ai fini par craquer. J'ai rencontré une femme qui devait avoir 20 ans, 22 ans. Je me rappellerai toujours. Je l'avais trouvée jolie. Alors j'ai été lui expliquer que je m'étais perdu en cherchant ma mère qui était partie travailler.
Elle a été super gentille avec moi. Elle m'a amené chez sa mère et sa tante qui tenaient une boulangerie ensemble. Ils ont été super gentils avec moi. Ils m'ont fait manger. Mais comme je n'avais pas trop faim, ils m'ont offert des gâteaux, des bonbons. Après, ils ont téléphoné au commissariat qui sont venus me chercher et m'ont ramené. Sur le chemin du retour, j'avais la trouille de prendre une dérouillée par ma mère ou par mon grand-père. Mais en arrivant, j'ai eu une drôle de surprise. Il y avait le frère de ma mère et toutes ses sœurs. Mon oncle était toujours gentil avec moi. Je l'ai vu en colère pour la première fois. La réaction de ma mère, je m'y attendais quand elle est arrivée. Elle m'a mis une gifle, ce qui ne m'a pas étonné. Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle m'a pris dans ses bras aussitôt après. Là, elle s'est mise à pleurer. Là, j'ai compris le mal que je lui avais fait sans le vouloir. Et pour moi, c'était important de joindre là dans ce dossier, là, ces textes, parce que justement, dans la fiction elle-même, dans ce qui s'intitule Prison, là, non, c'est je m'assume comme auteur. J'écris l'expérience et ce que là où me pousse, là où me mettent en risque, en bascule ces textes. Mais ces textes n'appartiennent pas, sinon quelques italiques. Justement, les phrases, par exemple, je me souviens toujours de cette phrase, « Le rejet est venu très tôt pour moi ». Cette espèce d'exclusion du sujet en fin de phrase. « Le rejet est venu très tôt pour moi ». Et là, cette phrase-là, ouais, je la prends en italique. Et après, je m'explique avec la ville, avec les lieux, avec les visages, avec les histoires. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition d'écriture? Ailleurs, j'ai mes marques. Sur la mémoire, sur l'identité, sur le rêve, la tension mentale, sur les représentations extérieures, sur les fonctionnements de la syntaxe, les synchronies de récit. On alterne de façon à reprendre possession de l'écriture en isolant chaque paramètre. Ici, chaque proposition doit permettre l'accès à une explication avec soi-même. D'autre part, la représentation est contaminée par la situation. L'extérieur est un monde perdu. La prison elle-même est un lieu où le symbolique peut dominer le réel. Rituel du football et des joutes vocales, des coupes de cheveux si bien entretenues, affectation de l'automutilation, se couper, même dans un contexte de rapport en apparence moins conflictuel qu'ailleurs avec l'administration pénitentiaire. La perspective des camps de semi-détention d'Angoulême ou d'Uzerche, dans d'anciennes casernes américaines pour les peines longues, y contribuant aussi. Ce qui ne va pas à fond ne les intéresse pas. Le fonctionnement de la syntaxe par elle-même. Comment on peut faire travailler sur une langue sans verbe. Une phrase qui ne finit pas, n'est pas accessible à la majorité du groupe. Les outils progressifs dont je dispose ailleurs ne me sont pas ici d'utilité. Quelquefois, c'est par le refus que je m'en aperçois. Donc trop tard, brutalement. Par exemple, travailler sur la photographie, c'est travailler là où le mental perçoit directement une image. C'est travailler aussi sur la mémoire d'un ciel, de vêtements, de regards, de lieux ou de situations. C'est mettre en jeu sa propre identité. Par exemple, si on suit à la trace, en paragraphe bref, les plus anciennes photographies de soi dont on se souvienne. C'est une proposition rodée qui convient tout aussi bien à un groupe en illettrisme qu'à une recherche sur la littérature contemporaine, en s'appuyant par exemple sur le livre Histoire de Claude Simon, où toute une séquence s'appuie sur des photographies décrites. Refusant le thème avec violence, Laurent fait basculer tout le groupe dans le refus. Inversement, la force de l'habitude qu'à chaque séance, les anciens viennent et sortent leurs feuilles contribue à faire accepter d'emblée au groupe qu'écrire soit possible. Pour Laurent, le refus de l'image de soi, pour raison personnelle, est explicable. Pour d'autres, la famille d'accueil ne constitue pas d'album photo. Il a ajouté que la seule photo qui comptait, c'était celle de sa mère, récemment disparue, mais que de cette photo-là, il ne souhaitait pas parler. Il n'empêche que depuis, sa mère est apparue, dans un très beau texte. Cette fois-là, il m'a fallu dans l'instant trouver autre chose, mais sans dénier ce que je cherchais. J'ai enchaîné sur les premiers souvenirs conscients, demandé à ce qu'on les transcrive, mais en tant qu'image. Paradoxe, quitter les propositions d'écriture éprouvées comme outil n'éloigne pas forcément de la littérature. Exemple, encore Laurent. Discussion sur l'intime et le texte. Comment écrire avec le matériau de sa vie sans pour autant que ce soit dévoilement. Il a cette réponse. Ce que j'écris, c'est juste mes aventures. La semaine suivante, je reprends le mot « aventure » et parle d'Arthur Rimbaud, photocopie de quelques bribes grossies de poèmes, la grande route par tous les temps, les points
dans mes poches. Le plus systématiquement, donc, comme piste à explorer, j'amène un livre. Raconte une vie d'auteur, non pas comme modèle de phrase, mais comme explication d'un homme avec son devenir. Par exemple, une semaine, refus de Samir d'écrire sur le thème proposé. Mes textes en réaction à ma proposition. Je n'écrirai pas. Justification, je n'écrirai pas parce que vous ne comprenez pas ma douleur. La semaine suivante, je lis à tout le groupe le texte de Samir et l'appuie sur le texte Le Prophète de Khalil Gibran avec son chapitre Parlez-nous de la douleur. La semaine suivante, quand je reviens avec tous les textes en bouquet autour de celui de Samir, il a été libéré, ce qui aurait pu se constituer pour lui en marque de confiance et des autres vis-à-vis de lui-même et de lui-même vis-à-vis de ce qu'il pouvait potentiellement exprimer. Il n'en aura rien su. Voilà, prison et dossier de prison. Un dernier petit dialogue. Laurent et Christian. Il m'avait piqué mon vélo. Mais après, tu habitais Toulouse. Oui, mais je suis revenu. On s'est refait copains. Et il te piquait plus ton vélo? Non, on piquait les vélos ensemble. Prison, dossier de prison, évidemment. C'est le site Tiers Livre. Passez voir. Et comme ça peut être... Pour moi, comment c'était pas une question, parce que Verdier, il y a longtemps qu'il s'en occupait plus, tout ça. Donc on a échangé, c'était en mai-juin dernier, et ils m'ont redonné les droits sur ces 5 livres que j'avais chez eux. Merci, tout va bien. C'est pas une question de commerce, hein. C'est une question de comment un livre garde au présent ce que tu travailles en permanence sur toi et que donc tu travaillais déjà. 97, 98, je croyais 25 ans, c'est bientôt 30. Et comment, justement, c'est cette explication que tu peux maintenir au jour par la disponibilité du livre et la relation directe qu'on peut entamer sur ce livre. Par le fait de le reprendre et de le rééditer, mais cette fois sous mon seul label, Tiers Livre.